Pensez à un chef militaire si astucieux qu'il a ensuite transformé une campagne défensive en l'une des plus grandes conquêtes de l'histoire. Imaginez ce qu'il a fallu à une maison et à son armée pour affronter l'une des tribus les plus féroces d'Europe. Un débat qui définirait l'avenir de toute une région. C'est l'histoire de Jules César contre les Helvétiques, la confrontation qui a commencé avec les guerres des Gaules, un événement qui influencera toujours le destin de Rome et du continent européen. Mais quelle est la cause de ce conflit? Et pourquoi était-ce si important pour le succès de César? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire fascinante qui commence en 58 avant JC, à une époque de grande instabilité politique et territoriale de la République romaine. Nous explorons les contextes de ce conflit, comprenons les motivations de César et découvrons comment il a transformé une menace en opportunité pour sa gloire personnelle et celle de l'Empire romain. Toutefois, la révélation finale sera plus puissante. Derrière les stratégies militaires et le conflit avec l'Helvétio se cache une vérité plus profonde. Cet événement marque le début d'une ascension incessante qui aboutit à la transformation de César en l'un des deux noms les plus connus de l'histoire. Contexte historique. En 58 après JC, la République romaine rencontre une série de défis. À l'intérieur, le système politique était de plus en plus fragile, avec une augmentation croissante du nombre de sénateurs et de dirigeants populaires comme César. Extérieurement, les frontières de la République étaient constamment menacées par des tribus barbares en quête de terra melhor et de stabilité. C'est dans ce contexte qu'est né le mouvement des Helvétios, une tribu puissante et organisée qui habitait la région de l'actuelle Suissa. Sous la pression des conditions climatiques et de l'hostilité des autres tribus, les Helvètes décidèrent d'abandonner leurs terres et de migrer vers l'ouest, crucifiant les territoires sous le contrôle ou l'influence de Rome. Cela représentait une menace directe pour la stabilité des provinces romaines. Les Helvétios, contrairement à d'autres tribus considérées comme moins organisées, étaient connus pour leur force militaire et leur cohésion sociale. Quelques 368 millions de personnes, dont des guerriers, des mulets et des crianças, se sont mises en marche vers les terres de Gallia. Pour César, ce n'était pas seulement une menace, c'était une opportunité. César, alors gouverneur de la province de Gallia Cisalpina, savait que le mouvement Helvétio pouvait justifier une intervention militaire. Dans ce cas, il a non seulement défendu les terres romaines, mais a également consolidé son pouvoir politique à Rome. En fin de compte, le Sénat a surveillé ses actions de près, et une victoire contre une tribu aussi redoutable a été une étape importante dans sa carrière. Mais César n'agit pas immédiatement. Il fut le premier à tenter de gagner du temps en bloquant les ponts et en renforçant les fortifications le long du Rhône. Un obstacle naturel que les Suisses devaient franchir pour obtenir leur obligation. Sa stratégie initiale était simple, maîtriser l'ennemi et limiter ses options de mouvement. Pendant ce temps, César envoyait des messages au Sénat romain, justifiant ses actions et soulignant la menace posée par les Helvétios. Il savait que l'aide politique de Rome était nécessaire pour faire avancer sa future campagne. Mais leurs véritables objectifs vont au-delà de la défense des frontières. César y voit une opportunité de commencer sa campagne de conquête en Gaule, région riche et stratégique. Sans plus attendre, nous explorerons la comparaison directe entre César et Helvétio. Comment avez-vous planifié votre stratégie? Quelle stratégie utilisez-vous pour vaincre une tribu aussi nombreuse et organisée? Et à quelle vitesse compare-t-il son génie militaire? Une histoire vient de commencer. Le confronto et la stratégie de César. Alors que l'Helvétio avançait vers le pays de Gallia, Julio César savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la confrontation directe ne devienne rapide. Mais il n'était pas qu'un simple commandant militaire. César était un brillant stratège. Il ne veut pas seulement gagner, il a voulu faire de cette bataille une démonstration de pouvoir qui se répercute sur tous les géants et garantit leur position politique. César commença à bloquer le passage de l'Helvétios au niveau du Rhône, l'un des deux points les plus vulnérables de Rome. Utilisant le terrain à son avantage, il essaya de construire des fortifications le long des rives du fleuve.
avec des fossés profonds et des murs qui rendraient impossible le passage de l'énorme contingent de migrants et de guerriers. Cette première manœuvre a déjà démontré votre capacité à penser à l'avant, obligeant les secours à rechercher des rotations alternatives plus longues et plus difficiles. Pendant que Helvétios devia avancer au Corso, César rassembla ses légions et planifia soigneusement les prochaines étapes. Il savait qu'il devait affronter une grande armée, environ 90 millions de soldats en guerre prêts à se battre. Sa propre force, Ambora Disciplinata, était mineure. César exige donc quelque chose de plus de la force brutale, l'exigence d'une technique supérieure. César a défié le mouvement suisse avec une stratégie de guerre dégazante. Il utilise sa cavalerie et ses collaborateurs pour interrompre le ravitaillement des infirmières, provoquant famine et désorganisation. Dans le même temps, il tente de construire des camps fortifiés à des endroits stratégiques, garantissant une protection et des avantages stratégiques. Chaque mouvement était calculé pour affaiblir l'ennemi avant la bataille finale. Alors, enfin, le moment chegou. Les Helvétios, frustrés et épuisés, s'installent dans un lieu appelé Bibracte, une ville fortifiée de Galice, alliée à Rome. César y voit une occasion parfaite pour attaquer. Il place ses légions sur une colline voisine, assurant ainsi l'avancée du terrain. La position surélevée offre à votre maison la protection nécessaire contre les vagues d'attaques suisses. Pas de champ de bataille. La discipline romaine était la clé du succès. Tandis que les légions de César combattaient en formations organisées, utilisant leurs célèbres boucliers et lances pour créer des barrières impénétrables. Pendant ce temps, les Helvétios, malgré leur férocité, veillent à la cohésion nécessaire pour briser les files romaines. Le combat était intense, avec du courage et le bruit des épées résonnant aussi fort que possible. Oh, cette figue teintée de vermelho alors que des milliers de guerriers helvétiaux étaient enterrés. César ne sous-estime cependant pas l'ennemi. Il savait que les Helvétios étaient une tribu fière et déterminée, prête à se battre pour le dernier foyer. Par conséquent, ils attendent de leurs maîtres qu'ils maintiennent leur formation et évitent les persécutions imprudentes. La maîtrise tactique démontrée par les Romains garantissait la victoire. En fin de journée, l'armure Helvétio était chargée. Sur les 368 millions de personnes qui ont commencé cette journée, seulement 110 millions ont survécu pour raconter cette histoire. César, dans un acte de pragmatisme politique, a permis aux Ès de survivre en retournant dans leur patrie, mais a sangloté en ne revenant jamais en tant que pionniers romains. Cette victoire était bien plus qu'un triomphe militaire. C'était une déclaration de puissance. César démontra qu'il pouvait protéger les provinces romaines, faire face aux menaces extérieures et, surtout, consolider son autorité de commandant et de gouverneur. Le nom de Jules César commença à résonner dans toute Rome, non seulement en tant que général victorieux, mais aussi en tant que dirigeant qui n'avait pas peur de prendre des décisions difficiles pour protéger l'Empire. Pas de prochain bloc, nous explorerons les conséquences de cette bataille. Comment cette victoire a-t-elle influencé l'avenir de Geras Nagalia et de César? Et comment a-t-il utilisé cet événement pour manipuler son accession au pouvoir à Rome? L'héritage de cette bataille commence tout juste à être révélé. Comme conséquence de Vittoria, la victoire de César sur l'Helvétio n'était pas seulement un événement militaire. C'était la fin d'une série d'événements qui allaient changer à jamais l'histoire de Rome et des Gaules. Cette bataille place César dans une position de premier plan, tant militairement que politiquement, et ouvre la voie à ses ambitions de conquête de toute la région des Gaules. Après avoir vaincu les Helvétios, César consolide rapidement son contrôle sur le territoire. Hélès a utilisé la victoire comme preuve de sa compétence militaire et politique, envoyant des rapports détaillés au Sénat romain. Les rapports de Nessès, connus sous le nom de commentaires sur la guerre de Galice, décrivaient sa campagne comme un acte d'autodéfense, nécessaire pour protéger les provinces romaines d'une invasion barbare. Mais la réalité était plus complexe. César avait déjà identifié la Gaule comme un terrain fertile pour étendre son influence et son pouvoir. À Victoria, contre Helvétios, il enverra également une puissante Mensega
pour les autres tribus de Gallia. César a déclaré que Rome ne tolérerait aucune menace contre son autorité. De nombreux troubles mineurs, craignant le même sort qu'Helvétios, nocèrent rapidement des alliances avec César, offrant des ressources et des troupes auxiliaires. Cependant, tous les tribaux asseitaram ou dominos romains ne sont pas de haut degré. Certains membres de la tribu ont commencé à former des coalitions pour résister, ce qui a constitué une menace pour son indépendance. Pendant ce temps, à Rome, la victoire sur les Helvètes renforçait l'image de César comme protecteur des frontières et leader capable de restaurer la gloire de Rome. Cependant, cette popularité croissante n'a pas plu à tout le monde. De nombreux sénateurs se sont présentés avec méfiance ou avec une montée en puissance rapide du pouvoir de César, craignant que leurs ambitions personnelles ne menacent l'équilibre de la République. La tension entre César et le Sénat commence à monter, ouvrant la voie aux conflits politiques qui se dérouleront dans les années suivantes. Mais César ne se laisse pas intimider. Il savait que pour maintenir sa position, il avait besoin de plus de victoire et de conquête. La victoire sur les Helvétios n'était que le début de sa campagne en Gallia. Il utilise le prétexte de protéger les alliés romains et de protéger les barbares pour justifier ses actions. Avec l'armée sous son contrôle et avec le soutien du peuple, César entreprend une série de campagnes militaires qui soumettront la quasi-totalité de la Gaule. Cependant, son approche n'était pas du tout militaire. César était également un maître en diplomatie. Il est un explorateur des rivalités entre les tribus gaulzas, manipulant des alliances et fomentant des divisions pour enfracasser ses ennemis. En même temps, il utilisait chaque victoire comme une opportunité pour consolider sa croyance et justifier ses actions devant le Sénat et le peuple romain. Pendant ce temps, les tribus gauloises qui résistaient commençaient à prendre conscience de la véritable étendue des ambitions de César. Une résistance unie commence à se former, dirigée par des personnalités comme Vercingetorix, qui deviendra l'un des principaux défis de César dans les campagnes futures. Les événements survenus comme une confrontation contre les Helvétios se sont transformés en une guerre à grande échelle, impliquant des dizaines de tribus et des centaines de milliers de guerriers. D'un autre côté, la victoire de César a également apporté des bénéfices importants aux Siganos. Les sacs de cloches à gaz enrichissaient les cœurs romains, et l'assujettissement des tribus générait un flux constant de tribus et d'esclaves. Cela a accru la popularité de César parmi les pauvres, qui, par l'intermédiaire d'un chef, protégeait non seulement Rome, mais aussi la richesse et la prospérité. Cependant, le succès de César lui apporte également des défis personnels. Il commença à devenir la cible d'intrigues politiques à Rome. Son influence croissante et ses victoires militaires, ou collocaram dans la rotation de personnages puissants, comme Pompeux et Crassus, ses antigos aliados dans le premier triumvirat. Une victoire sur les Helvétios a non seulement commencé sous le nom de Guerras Nagalia, mais a également mis César sur la voie d'une confrontation conclue avec son propre système politique romain. Dans le bloc suivant, nous verrons comment les campagnes de César Nagalia ont évolué et comment ses compétences militaires et politiques l'ont amené à devenir l'une des figures les plus influentes de l'histoire de Rome. Mais nous explorerons également le prix de vos ambitions et comment les événements qui se sont déroulés avec le Helvétios Abacariam ont transformé Rome à jamais. Le Legado et l'impact des guerres en Gallia. La victoire de César sur l'Helvétio fut le premier d'un épisode épique qui aboutit à une transformation radicale pour Rome et pour César. Mais, comme dans toute grande histoire, le prix du succès est très élevé. Ce conflit initial n'était que la fin d'une série d'événements qui redéfinirent la carte politique européenne et consolidèrent la vocation de César comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire. Cependant, comme nous le verrons, cette ascension s'accompagne de défis que même César n'aurait pas pu prévoir. Comme la campagne de César Nagalia, présentée comme une réponse défensive à Helvétios, le logo s'étend pour une guerre à grande échelle. Pendant de nombreuses années, il a mené ses légions contre plusieurs tribus gauloises en utilisant le même mélange de stratégie militaire et de diplomatie astucieuse dont il avait fait preuve lors du choc initial.
Lors de la résistance, Golessa se montre farouche et César Lutu se bat pour prouver son génie. Pas encore, une à une, puisque les tribus ont déraillé ou pacifié. La conquête de la Gaule n'était pas seulement une victoire militaire. C'était un coup d'État politique aux proportions colossales. César n'a pas apporté de richesse aux Gitans par le pillage et les tribus, mais il a également assuré une base de soutien populaire parmi les soldats et le peuple romain. Le Sénat commence cependant à s'inquiéter. Pour beaucoup de sénateurs, César n'était pas encore un grand succès général. C'était une tornade de danger réel pour la République. Eh bien, les sénateurs n'avaient pas entièrement tort. Les victoires de César en Gaule était au cœur de son ambition de façonner l'avenir de Rome à son image. Il savait que son contrôle sur ses légions et sa réputation de conquérant avaient le pouvoir de vaincre ses adversaires politiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les négociations entre César et le Sénat atteignirent un point de rupture lorsqu'il franchit le Rubicon, une frontière petite mais symboliquement puissante entre sa province et le territoire de Rome, avec ses légions. C'était une diviseuse d'eau, au propre comme au figuré, marquant le début d'une guerre civile qui allait changer le sort de la République. L'homme qui partait combattre les tribus de Gallia était désormais prêt à se battre contre ses propres compatriotes sous le contrôle de Rome. Mais l'héritage de César nas guerras na Gallia ne se limite pas à la politique ou aux batailles. Cela a également laissé un impact culturel et historique. Son œuvre, Commentario sobre a Guerra Gallica, est considéré comme l'un des plus grands rapports historiques et écrits, mêlant récits stratégiques et propagande politique. Il a utilisé ses propres mots pour façonner la forme dont on se souviendra. Un général brillant, un leader juste et un protecteur de Rome. Bien sûr, c'était un peu biaisé, mais ne voulais-je pas raconter l'histoire de votre jeu? Cependant, les conquêtes de César en Gaule ont vu une énorme clientèle pour les tribus locales. On estime que des centaines de milliers de Gaulois ont perdu la vie, tandis que d'autres ont été réduits en esclavage ou déplacés. La culture galloise fut transformée à jamais, et Gallia devint partie intégrante de l'Empire romain en pleine croissance. Pour les Gaulois, César était autant un destructeur qu'un bâtisseur. Et pour César, la victoire de Gallia a été encouragée en tant que stratège militaire majeur de son époque, mais il a également été employé sur une trajectoire qui a abouti à son accession à la propriété. Car les actions que nous avons entreprises pour nous défendre contre l'Helvétio ont directement conduit à l'effondrement de la République et à la montée de l'Empire, puisque César a été assassiné par ceux qui le considéraient comme une menace pour la liberté romaine. Pure ironie, non. La maison qui élargit le pouvoir de Rome finit par être pillée par lui. Enfin, l'histoire de César et de l'Helvétio nous rappelle que les dirigeants d'Ateos Maior ont été confrontés à des défis et à des conséquences imprévues. C'est une histoire d'ambition, de gloire et, clairement, de stratégies élaborées. Mais cela nous rappelle aussi que tout succès a un prix et que même les conquistadors les plus acharnés ne sont pas au-dessus de l'histoire. Maintenant, voici une réflexion. Où étiez-vous disponible pour faire de votre vision une réalité? Serez-vous prêt à en comprendre les conséquences? En fin de compte, comme César Ben Sabia, choisir le Rubicon est une décision qui n'était pas la prochaine fois.